Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Marie, jeune africaine, travaille depuis 5 ans à Paris. Infirmière de nuit dans un hôpital de banlieue. Les journées sont longues, les nuits encore plus. Mais elle tient bon. Elle envoie de l'argent au village chaque mois. Ce matin-là, elle fait le tri dans son armoire. Des robes qu'elle ne porte plus, des pantalons devenus trop petits, des chemisiers passés de mode. Marie sourit. Ses cousines au village seraient si heureuses. Elle plie chaque vêtement avec soin. Une robe bleue qu'elle adorait. Un pull rouge de sa première année en France. Chaque habit porte ses souvenirs, ses joies, ses peines aussi. Ces habits ont encore de la vie en eux, murmure-t-elle. Au fond d'elle, quelque chose tressaille, une sensation étrange, comme si les vêtements résistaient. Marie secoue la tête. Ridicule! Elle emballe tout dans une grosse boîte. Direction le bureau de transfert. Madame Cohn, la responsable, connaît bien Marie. Encore des cadeaux pour la famille? Mes anciens habits, mes cousines vont être folles de joie. Madame Cohn sourit, mais son regard s'attarde sur la boîte. Une ombre passe sur son visage. Marie, tu es sûre? Bien sûr. Pourquoi cette question? Madame Cohn hausse les épaules, mais elle ne quitte pas la boîte des yeux. Marie règle les frais et repart. Légère. Heureuse d'avoir fait une bonne action. Ce soir-là, Marie rêve. Elle porte sa robe bleue. Mais dans le rêve, la robe est lourde, trop lourde. Elle tire sur ses épaules. Marie veut l'enlever. Impossible. La robe colle à sa peau. Elle se réveille en sueur. Son cœur bat fort. Le rêve était si réel. Marie touche ses épaules. Rien. Juste sa chemise de nuit. Mais l'impression persiste, comme si quelque chose l'observait dans l'ombre. 3 semaines plus tard. Village de Couteau. Les cousines de Marie ouvrent le colis avec excitation. Fatou, Awa et Mariam se disputent déjà les plus beaux habits. Regardez cette robe, elle est magnifique. Et ce pull, Marie a vraiment bon goût. Fatou enfile la robe bleue. Elle lui va parfaitement. Les autres filles applaudissent. La joie remplit la concession. Papa Kwasi, le patriarche du village, passe devant la cour. Il voit les nouvelles toilettes. Son visage se durcit. D'où viennent ces habits? Tante Marie nous les a envoyés de France, répond Fatou. Le vieil homme examine la robe de plus près. Il marmonne dans sa barbe. Les filles ne comprennent pas ses paroles, mais son ton les inquiète. Papa Kwasi, il y a un problème? Ces habits, ils ont une aura, pas une bonne aura. Les filles éclatent de rire. Papa Kwasi et ses superstitions. Elles continuent leurs essayages. 2 jours passent. Mama Adoua, la doyenne du village, frappe à la porte des filles. J'ai besoin d'aide. Mon frère est mort cette nuit. Les filles présentent leurs condoléances. Mama Adoua continue. Nous devons le préparer pour l'enterrement. Il nous faut des vêtements propres. Elle regarde les nouveaux habits des filles. Ces habits de France feraient l'affaire, juste pour la préparation du corps. Fatou hésite. Ce sont ses nouveaux vêtements. Mama Adoua insiste. C'est temporaire. Je vous les rendrai après la cérémonie. Fatou accepte à contre-cœur. Elle donne la robe bleue et le pull rouge. Mama Adoua remercie et repart. Le soir même, Fatou fait un cauchemar. Elle porte la robe bleue. Mais autour d'elle, des corps gisent sur des nattes. L'odeur de la mort envahit ses narines. La robe colle à sa peau. Poisseuse, lourde de sang. Elle se réveille en criant. Sa mère accourt. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Un cauchemar horrible. J'étais entourée de morts. Sa mère la rassure. Mais Fatou n'arrive plus à dormir. L'image de la robe ensanglantée ne la quitte pas. Le lendemain, Mama Adoua revient. Elle porte un sac noir. Son visage est grave. « Voici vos habits. » Fatou ouvre le sac. L'odeur la frappe immédiatement. Une odeur de putréfaction, de mort.
La robe bleue est tachée, des taches brunâtres qui ne partent pas au lavage. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Mama Adoua baisse les yeux. « Nous avons lavé le corps de mon frère. Avec vos habits. C'est la tradition. Les habits absorbent l'esprit du mort. » Fatou recule d'horreur. Ses habits ont touché un cadavre, ont été imbibés de son sang, de ses humeurs. « Pourquoi vous ne nous avez pas dit ?»« Je pensais que vous saviez. Toutes les familles le font. » Fatou jette le sac loin d'elle. Mais le mal est fait. L'odeur imprègne déjà sa chambre, sa maison, son existence. Cette nuit-là, tous les habitants de la concession font le même cauchemar. Ils portent les habits de Marie, habits lourds de mort, habits qui les tirent vers un monde d'ombres et de terreur. Marie se réveille en sursaut. 3 heures du matin. Encore ce rêve. Elle porte sa robe bleue. Mais cette fois, la robe pue. Une odeur insoutenable de chair en décomposition. Dans le rêve, elle marche dans un cimetière. Des tombes ouvertes l'entourent. Des mains sortent de la terre. Elles agrippent dans sa robe, tirent sur le tissu. « Rends-nous nos habits !» murmurent des voix d'outre-tombe. Marie se lève. Va à la salle de bain. Se passe de l'eau froide sur le visage. Son reflet dans le miroir la rassure. Mais quand elle se retourne, une ombre passe derrière elle. Elle se retourne vers le miroir. Son reflet a changé. Le visage n'est plus le sien. C'est celui d'un homme âgé. Ses yeux sont clos. Sa peau est grise. Marie hurle, ferme les yeux. Quand elle les rouvre, son reflet normal est revenu. Mais ses mains tremblent. Les jours suivants, l'appartement change. Une odeur flotte dans l'air. Marie aère, nettoie, désinfecte. Rien n'y fait. L'odeur persiste, surtout dans sa chambre, surtout près de son armoire. Au travail, ses collègues remarquent sa fatigue. « Marie, ça va ? Tu as une tête épouvantable. Mal dormi. Rien de grave. » Mais Marie ment. Chaque nuit, les cauchemars reviennent. Chaque nuit, elle porte ses anciens habits. Habits souillés de sang. Habits qui puent la mort. Et chaque matin, l'odeur dans son appartement est plus forte. Un soir, Marie rentre du travail. En ouvrant sa porte, l'odeur la frappe comme une gifle. Elle vomit sur le palier. Sa voisine sort. « Marie, qu'est-ce qui se passe ? Cette odeur, vous ne la sentez pas ?» La voisine renifle, secoue la tête. « Je ne sens rien d'anormal. » Marie la regarde avec stupeur. Comment peut-elle ne pas sentir cette puanteur ? Cette nuit-là, Marie décide de dormir dans son salon, loin de sa chambre, loin de l'odeur. Mais les cauchemars la suivent. Cette fois, elle ne porte plus ses habits. Elle les voit suspendus autour d'elle, dégoulinant de sang, habités par des présences invisibles. Au réveil, Marie découvre quelque chose d'impossible. Sur sa chaise, dans le salon, est posée sa robe bleue, celle qu'elle a envoyée au village, celle qui ne devrait pas être là. Marie s'approche en tremblant. La robe est réelle. Elle peut la toucher. Mais quand elle la soulève, ses doigts traversent le tissu, comme s'il était fait de fumée. La robe disparaît, mais l'odeur de mort envahit tout l'appartement. Marie appelle sa cousine Fatou au village. La connexion est mauvaise. La voix de Fatou semble venir de très loin. « Marie, il faut que tu saches... » « Fatou, je t'entends mal. Que se passe-t-il ? Tes habits, ils ont servi pour laver les morts. » La ligne grésille. Marie n'est pas sûre d'avoir bien entendu. « Qu'est-ce que tu dis ? » Les anciens, ils ont pris tes habits. Pour préparer les corps, la communication coupe. Marie rappelle. Numéro injoignable. Elle essaie pendant des heures. Impossible de reconnecter. Mais les mots de Fatou résonnent dans sa tête. Laver les morts. Ces beaux habits. Souillés par la mort. Cette révélation explique tout. Les cauchemars. L'odeur. Les apparitions. Marie tourne en rond dans son appartement. Elle doit faire quelque chose. Mais quoi ? Ses habits sont à des milliers de kilomètres. Elle ne peut pas les récupérer.
Le soir même, les choses s'aggravent. Marie parle dans son sommeil. Sa voisine l'entend à travers les murs. Marie crie des mots bizarres, comme une langue africaine. Mais elle ne connaît que le français et un peu d'anglais. Les mots que Marie prononce sont anciens. Rituels. Des incantations que seuls les laveurs de mort connaissent. Des formules pour apaiser les esprits, pour les guider vers l'au-delà. Mais Marie ne les connaît pas. D'où lui viennent ces mots? Au petit matin, son téléphone sonne. Numéro inconnu. Allô? Silence. Puis une respiration rauque. Difficile. Marie? La voix est celle d'un vieil homme, faible, mourante. Marie? Rends-nous nos habits? Qui est-ce? Qui parle? Tu portes ce qui nous appartient. Rends-nous nos habits. La ligne coupe. Marie fixe son téléphone. Ses mains tremblent si fort qu'elle le fait tomber. Les appels se répètent, chaque nuit, toujours à la même heure, 3 heures du matin, l'heure où les morts sont les plus actifs. Marie change de numéro. Rien n'y fait. Il trouve toujours un moyen de l'appeler. Leurs voix se multiplient. Hommes, femmes, enfants, tous morts, tous réclamant leurs habits. Marie comprend l'horrible vérité. En lavant les cadavres avec ses vêtements, les villageois ont créé un lien spirituel entre elles et les morts. Les habits portent désormais l'âme des défunts, et ces âmes veulent récupérer ce qui leur appartient. Même si cela signifie emporter Marie avec elle. Marie ne dort plus. Impossible. Chaque fois qu'elle ferme les yeux, ils sont là. Ses habits, alignés autour de son lit, imbibés de sang, portés par des silhouettes spectrales. Une nuit, la fatigue l'emporte. Marie s'endort malgré elle. Dans son rêve, elle se trouve dans une morgue. Des corps sur des tables métalliques. Tous portent ses vêtements. La robe bleue sur une femme âgée. Le pull rouge sur un jeune homme. Chacun de ces habits recouvre un cadavre différent. Les morts ouvrent les yeux. Ils la regardent. Leur bouche s'ouvre. « Tu nous as habillés pour l'éternité. Maintenant, habille-toi pour nous rejoindre. » Marie se réveille en hurlant. Mais le cauchemar continue. Dans la réalité, ses anciens habits sont là, dans sa chambre, suspendus au mur, flottant dans l'air. Certains sont déchirés, d'autres couverts de terre. Tous portent les traces de la mort. Marie se frotte les yeux. Hallucination. Ça ne peut être qu'une hallucination. Mais quand elle tend la main, elle peut toucher le tissu. Froid, humide, réel. Impossible, murmure-t-elle. Les habits bougent, se rapprochent d'elle, comme s'ils voulaient l'envelopper, l'habiller. Marie bondit hors de son lit, court vers la porte, mais elle refuse de s'ouvrir. La poignée tourne dans le vide. Derrière elle, les habits flottent. Ils forment un cercle autour du lit, attendant son retour. Marie se réfugie dans la salle de bain, verrouille la porte. Mais les murs suintent. Un liquide brunâtre coule le long des carreaux. Ça sent la putréfaction. Dans le miroir, son reflet change encore. Cette fois, c'est une femme. Jeune. Ses yeux sont vitreux. Sa bouche ouverte dans un cri silencieux. Elle porte la robe bleue de Marie. « Aide-moi !» articule le reflet sans son. Marie fracasse le miroir avec le poing. Les éclats tombent au sol. Mais dans chaque morceau, elle voit un visage différent. Tous portent ses habits. Tous la supplient du regard. Au lever du jour, les apparitions disparaissent. Mais Marie sait qu'elles reviendront. Chaque nuit, plus nombreuses, plus insistantes. Elle appelle son travail. Arrêt maladie. Elle ne peut plus quitter son appartement. Pas avec eux qui l'attendent dans l'ombre. Le téléphone sonne. Marie décroche sans regarder le numéro. Marie. Cette fois, c'est la voix d'un enfant. Faible, fragile. J'ai froid, Marie. Mes habits sont mouillés. Tu peux me donner les tiens? Marie raccroche brutalement, mais la voix continue de résonner dans sa tête. Celle d'un enfant mort, lavé avec ses vêtements, et qui réclame sa chaleur. Le soir venu, Marie barricade sa chambre.
pousse son armoire devant la porte, bloque les fenêtres. Mais il trouve toujours un moyen d'entrer. Cette nuit, il ne se contente plus d'apparaître. Il touche. Des mains glacées caressent ses joues, tirent ses cheveux, griffent ta peau. « Viens avec nous, Marie. Tu es déjà des nôtres. » Marie hurle. Mais personne ne l'entend. Ou personne n'ose venir. Ses voisins pensent qu'elle a perdu la raison. Et peut-être ont-ils raison. Peut-être que tout cela n'existe que dans sa tête. Mais alors, d'où viennent ces marques sur sa peau? Ces griffures qui ne cicatrisent pas? Marie appelle sa tante Akissi au village, la plus âgée de la famille, celle qui connaît les traditions. « Tante, j'ai des problèmes avec les habits que j'ai envoyés. »« Quels habits ?»« Ceux que j'ai donnés aux filles. Ils ont été utilisés pour laver les morts. » Un long silence. Marie entend la respiration difficile de sa tante. « Mon Dieu, Marie, tu ne savais pas? Savoir quoi? Les habits qui touchent les morts portent leur esprit. C'est pourquoi on les brûle après la cérémonie. » Marie sent son sang se glacer. « Mais mes habits, ils ne les ont pas brûlés? » ?»« Non, ils les ont gardés. Les morts sont attachés à toi maintenant. » Marie s'effondre sur sa chaise. Le pire de ses soupçons se confirme. « Que puis-je faire? » Il faut rompre le lien. Mais c'est compliqué. Tu es loin du village, loin des esprits de tes ancêtres. Tante Akissi lui explique le rituel. Il faut un guérisseur, des offrandes, des prières dans la langue des ancêtres. Mais surtout, il faut les habits. Je ne peux pas les récupérer. Ils sont au village. Alors trouve un autre moyen. Un pasteur peut-être. Ou un marabout. Marie raccroche. L'espoir renaît. Il existe une solution. Elle n'est pas condamnée. Elle cherche sur Internet. Trouve un pasteur. Le pasteur Kwaku. Spécialisé dans les délivrances spirituelles. Marie prend le métro. Dans le wagon, elle sent des regards. Les gens s'écartent d'elle, comme s'ils sentaient la mort qui l'entoure. Le cabinet du pasteur se trouve dans un sous-sol. Une croix en néon clignote à l'entrée. L'odeur d'encens flotte dans l'air. Pasteur Kwaku est un homme imposant. Sa voix résonne dans la petite pièce. « Asseyez-vous, ma sœur. Racontez-moi tout. » Marie raconte son histoire, les habits envoyés, leur utilisation macabre, les apparitions, les voix. Le pasteur écoute en silence. Son visage devient de plus en plus grave. « C'est grave, ma sœur. Très grave. Vos habits sont devenus des ponts entre les mondes. » Il explique que les morts utilisent les objets familiers pour rester connectés aux vivants. Les habits de Marie sont maintenant imprégnés d'énergie spirituelle négative. Il faut purifier cette connexion. Mais le rituel est dangereux. Dangereux comment? Les morts ne voudront pas vous lâcher. Ils se battront. Et vous risquez d'être emporté avec eux. Marie hésite, mais elle n'a pas le choix. Elle ne peut pas vivre éternellement avec ces spectres. Je suis prête. Le pasteur fixe un rendez-vous pour le lendemain soir. Marie doit apporter des photos d'elle portant ses habits. Et surtout, elle doit jeûner. Pas de nourriture, pas d'eau. Votre corps doit être léger. Sinon, les morts vous entraîneront dans leur monde. Marie rentre chez elle. L'appartement semble plus sombre, plus froid. Ils savent qu'elle cherche à leur échapper. Et ils ne sont pas contents. Marie rassemble toutes les photos où elle porte ses anciens habits. Sa robe bleue à un mariage. Son pull rouge au travail. Chaque cliché ravive des souvenirs. Des souvenirs maintenant souillés par la mort. Elle place les photos dans une boîte métallique. Selon le pasteur, brûler symboliquement ces images affaiblira le lien avec les morts. La nuit tombe. Marie n'a ni mangé, ni bu de la journée. Son corps est faible. Mais son esprit est déterminé. Elle allume une bougie, dispose les photos en cercle, récite les prières que lui a enseignées le pasteur. « Esprit des morts, je vous commande de retourner d'où vous venez. Laissez-moi en paix. » Au moment où elle approche la flamme de la première photo, l'appartement se transforme. Les murs deviennent gris. L'odeur de mort envahit tout.
Marie n'est plus chez elle. Elle se trouve dans une morgue. Ou plutôt, son appartement est devenu une morgue. Des corps gisent sur le sol. Tous portent ses habits. La robe bleue, le pull rouge. Chaque vêtement qu'elle a envoyé au village. Les morts ouvrent les yeux, se redressent lentement. « Tu voulais nous abandonner, Marie ?» C'est la voix du vieil homme. Celui qui l'appelle chaque nuit. Il porte sa robe bleue. Le tissu colle à sa peau, en décomposition. « Nous t'avons attendu si longtemps. » D'autres voix se joignent à la sienne. Hommes, femmes, enfants, tous unis dans la mort, tous réclamant Marie. Elle tente de brûler les photos. Mais ses mains ne lui obéissent plus. Les images s'envolent, tourbillonnent autour d'elle. Tu nous appartiens maintenant. Tes habits sont notre pont vers toi. Les morts se rapprochent. Leurs mains glacées touchent Marie. Elle sent sa chaleur s'échapper, ses forces l'abandonner. Non, laissez-moi. Marie tente de fuir, mais ses jambes sont lourdes, comme si elle portait tous ses anciens habits en même temps. Le vieil homme pose sa main décharnée sur l'épaule de Marie. « Tu nous as habillés pour l'éternité. Maintenant, rejoins-nous. » Marie sent quelque chose changer en elle. Sa peau devient froide. Ses battements de cœur ralentissent. Elle commence à ressembler aux morts qui l'entourent. « Aidez-moi !» crie-t-elle. Mais sa voix s'affaiblit, devient un murmure, comme celle des morts. Soudain, elle entend une autre voix, puissante, familière. « Esprit de la mort, libérez cette femme !» C'est la voix du pasteur Kwaku. Il apparaît dans l'appartement, une croix dorée dans la main. « Esprit des morts, retournez d'où vous venez. Les morts reculent, la lumière de la croix les brûle. Elle nous appartient !» grogne le vieil homme. Ses habits nous lient à elle. « Ces liens sont rompus !» déclare le pasteur. « Au nom du Très-Haut, je brise ces chaînes spirituelles. » Il asperge Marie d'eau bénite. Chaque goutte la brûle. Mais c'est une brûlure purificatrice. Les morts hurlent. Leurs formes se dissolvent lentement. L'appartement reprend son apparence normale. Mais le vieil homme résiste. Il agrippe Marie plus fort. « Si je ne peux pas l'emmener, alors qu'elle porte nos souffrances !» Il disparaît dans un cri horrible. Mais Marie sent que quelque chose a changé en elle. Une part d'elle-même est restée avec les morts. Marie ouvre les yeux. Elle gît sur le sol de son appartement. Le pasteur Kwaku l'aide à se relever. Sa Bible est ouverte. Des bougies brûlent encore. « C'est fini ?» demande Marie d'une voix faible. « Le plus dur est passé, mais vous gardez des traces. » Marie regarde ses mains. Elles sont pâles, plus froides qu'avant. Sur sa peau, de fines cicatrices dessinent des motifs étranges, comme si les morts avaient laissé graver leur signature sur son corps. « Ces marques ne partiront jamais, » explique le pasteur. « C'est le prix à payer. Les photos ont brûlé. Les cendres forment un cercle parfait sur le sol. Marie les rassemble dans une petite boîte. Il faut enterrer ces cendres loin d'ici, dans un endroit sacré. » Le pasteur donne à Marie une adresse, un cimetière chrétien en banlieue. Elle devra enterrer la boîte au pied d'une croix et ne jamais revenir. Et au village ? J'ai des contacts là-bas. Ils brûleront les habits restants selon les rites. Vos cousines seront libérées aussi. Marie sent un poids s'enlever de ses épaules, mais une partie d'elle reste engourdie, comme si une part de son âme était restée avec les morts. Les semaines suivantes, Marie reprend peu à peu une vie normale. Elle retourne au travail. Ses collègues remarquent son changement. « Tu as maigri et tes mains sont toujours froides. » Marie sourit, mais ne dit rien. Comment expliquer ce qu'elle a vécu? Qui la croirait? Les cauchemars ont cessé, l'odeur de mort aussi. Mais parfois, la nuit, Marie entend des murmures, très faibles, comme des voix qui viennent de très loin. Elle sait qu'ils n'ont pas complètement disparu. Une part des morts vit encore en elle, dans les cicatrices sur sa peau, dans le froid qui ne la quitte jamais.
Marie a changé d'appartement. Loin de son quartier. Elle évite les marchés, les boutiques de tissus, tout ce qui lui rappelle ses origines. Ses nouvelles collègues la trouvent étrange. Marie parle peu, sourit rarement. Et ses yeux ont une profondeur inquiétante, comme si elle avait vu des choses que personne ne devrait voir. Un soir, Marie reçoit un appel de Fatou, sa cousine au village. « Marie, tu vas mieux ? » ?»« Oui. Et vous ? » ?»« Les habits ont été brûlés, mais certains villageois sont tombés malades. Ils disent que les morts sont en colère. » Marie serre le téléphone plus fort. Même de loin, les conséquences de son geste la poursuivent. « Ça va passer, » dit-elle sans conviction. « Marie, il y a autre chose. »« Quoi ? » ?»« Papa Kouassi est mort la semaine dernière. Et avant de mourir, il a réclamé tes habits. Il voulait être lavé avec. » Marie raccroche brutalement. Ses mains tremblent. Même mort, Papa Kouassi réclame ses vêtements. Le lien n'est pas complètement rompu. Cette nuit-là, Marie fait un rêve différent. Elle ne porte plus ses anciens habits. Mais elle se trouve dans une grande salle. Des centaines de personnes sont assises sur des bancs. Tous portent des vêtements blancs. Au fond de la salle, une silhouette familière. Papa Kouassi. Il porte sa robe bleue. Mais maintenant, la robe est immaculée, purifiée. Il sourit à Marie, un sourire bienveillant. « Merci, Marie. Grâce à toi, nous avons trouvé la paix. » Marie se réveille apaisée. Pour la première fois depuis des mois, elle a chaud. Vraiment chaud, comme si la vie revenait en elle. Elle regarde ses mains. Les cicatrices sont pâlies. Elles ne disparaîtront jamais complètement. Mais elles ne sont plus douloureuses. Marie se lève, va à la fenêtre, regarde le soleil se lever sur Paris. Elle sourit. Un vrai sourire, le premier depuis longtemps. La bataille est finie, elle a gagné. Mais elle a appris quelque chose d'important. Nos gestes les plus innocents peuvent avoir des conséquences terrifiantes. Un simple don de vêtements a failli la coûter sa vie. Marie ne fera plus jamais ce genre de cadeau. Elle gardera ses habits usagés, les brûlera elle-même, selon les règles, loin des morts. Loin de ceux qui cherchent un pont vers le monde des vivants. Car elle sait maintenant que la mort n'est pas une fin. C'est une porte. Et parfois, cette porte s'ouvre dans le mauvais sens. Les morts peuvent revenir. Ils peuvent nous réclamer. Et quand cela arrive, il faut être prêt à se battre. Pour sa vie, pour son âme. Marie a survécu. Mais elle porte encore les cicatrices de cette bataille. Des cicatrices qui lui rappellent chaque jour que le monde des vivants et celui des morts ne sont séparés que par un voile très mince. Un voile qu'un simple vêtement peut déchirer. Aujourd'hui, Marie vit tranquillement. Elle a même rencontré quelqu'un. Pierre, un collègue français. Parfois, Pierre remarque ses cicatrices. Il pose des questions. Marie invente des histoires. Un accident de voiture. Une chute dans l'enfance. Des mensonges nécessaires. Car la vérité est trop dangereuse. Même en parler pourrait rouvrir le lien. Réveiller ce qui dort. Marie a appris à vivre avec ses secrets. Avec ses cicatrices. Avec cette part de froid qui ne la quitte jamais complètement. Elle ne porte plus que du noir maintenant. Comme un deuil permanent. Le deuil de son innocence perdue. Le deuil de sa générosité naïve. Chaque matin, Marie se regarde dans le miroir. Son reflet est normal. Mais parfois, l'espace d'une seconde, elle voit autre chose. Une ombre derrière elle. Un visage qui n'est pas le sien. Ces moments sont rares, de plus en plus rares. Mais ils lui rappellent que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Marie a écrit une lettre. Pour sa famille au village. Une lettre qu'elle n'enverra jamais. Dans cette lettre, elle raconte tout. Son calvaire, sa lutte, sa survie. Elle explique pourquoi elle ne reviendra plus au village. Pourquoi elle ne peut plus envoyer de cadeaux. Pourquoi elle doit couper certains liens pour survivre. Cette lettre, Marie la garde dans un coffre, avec les dernières cendres des photos brûlées, avec une mèche de ses cheveux d'avant tout ça. Un jour, peut-être,
elle trouvera le courage de l'envoyer, de dire la vérité à sa famille. Mais pas maintenant, pas encore, car Marie sait que certaines vérités sont des malédictions. Les révéler, c'est prendre le risque de les voir se répéter. Marie ferme les yeux, se souvient de sa robe bleue, cette robe qu'elle aimait tant, cette robe qui a failli causer sa perte. Quelque part, dans un village de côte, les cendres de cette robe reposent sous la terre, avec les esprits qu'elle a libérés, avec les morts qu'elle a apaisés. Et Marie continue de vivre, différente, marquée, mais vivante, des ponts qu'il vaut mieux ne jamais traverser, car de l'autre côté, les morts attendent, patients, affamés, prêts à tout pour revenir parmi les vivants, et ils utilisent nos souvenirs, nos objets, nos vêtements, pour nous rejoindre. Marie le sait maintenant. Elle a payé le prix de cette connaissance, un prix qu'elle continue de payer chaque jour. Mais elle a survécu, et c'est tout ce qui compte. Même si elle ne sera plus jamais la même, même si une part d'elle restera toujours avec eux, avec les morts qui ont porté ses habits, les morts qui, quelque part, portent encore son souvenir. Chers amis, cette histoire nous rappelle que nos gestes les plus innocents peuvent avoir des conséquences inattendues, que certaines traditions, même bienveillantes, cachent des dangers, et que parfois, pour survivre, il faut accepter de porter seule le poids de ses erreurs. Marie a survécu à son cauchemar, mais elle restera marquée à vie par cette expérience qui a transformé sa générosité en malédiction, puis en leçon de survie. C'était votre conteuse, dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.